Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce matin à partir de la station régionale de Constantine avec un programme, votre habituel Bonjour d'Algérie le dimanche. Eh bien pour aujourd'hui, au sommaire, nous allons parler de la reprise des vols intérieurs, ce qui est une bonne nouvelle après 8 mois de pandémie et 8 mois d'arrêt à peu près. L'aviation civile était à terre, il n'y avait pas de vol pour cause de pandémie. Et eh bien, aujourd'hui, c'est la reprise et nous aurons le directeur de le DGSA. C'est l'entreprise de gestion aéroportuaire de Constantine, de l'aéroport Mohamed Boudiaf, M. Bensib, qui nous parlera de toutes les mesures prises par l'aéroport et au sein de l'aéroport pour justement faciliter la reprise des vols, mais aussi parler des voyages et des mesures sanitaires prises. On parlera aussi du renflement avec le docteur, le professeur Bougrida Mohamed, qui va continuer son cycle avec, bien sûr, après avoir parlé d'obésité et de ses conséquences avec la Covid. On va essayer de lier le renflement, les causes, les solutions prodiguées. Et enfin, nous terminerons avec enfin, je n'aime pas dire un écrivain, je préfère une écrivaine, même si j'effleure un peu le français, mais c'est un auteur qui nous est venu de Tbessa, Siham Chariet, qui a quelques livres et en plus elle est beaux-artiste comme on dit, elle a fait les beaux-arts, donc c'est un double artiste dans la littérature et dans l'art plastique. Alors tout ce beau programme, après bien sûr notre balade quotidienne plutôt hebdomadaire pardon, sur la ville de Constantine, la très belle ville des ponts, et puis comme nous aujourd'hui c'est la reprise des vols, donc les gens qui voyagent au-dessus de Constantine savent de quoi je parle, avec bien sûr le maestro Mohamed Tarf Fergani. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة الانصار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال انا لرضاك طايع اختار لي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غيض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, j'espère que la balade aérienne sur Constantine a été agréable. On va parler justement de la reprise des vols domestiques en Algérie, en attendant bien sûr la réouverture des frontières. Et c'est la première étape parce que c'est vrai qu'avec la pandémie,
il faut bien sûr s'habituer à ce virus et vivre avec. Alors, notre invité, Ben Saïd Essam, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes responsable, vous êtes le directeur général de l'EDGSA, c'est Non, ça, c'est autre chose. Je suis le directeur général de l'EGSA Constantine. Donc, Voilà. c'est l'établissement de gestion des services aéroportuaires de Constantine qui gère 7 aéroports. Très bien, l'aéroport international de Constantine. Non. Et les aéroports de Annaba, Batna, Biskra, Sétif, Gigel, Tébessa et Constantine. Ah, quand même, c'est une Voilà. direction régionale. quand même. Général. Général, très bien. Alors, pour en parler, c'est la reprise des vols, vous avez bien sûr pris beaucoup de mesures, notamment pour le respect de des mesures sanitaires. Je pense que c'est le premier souci. Oui, donc nous avons, en réalité, ces mesures découlent d'un protocole sanitaire qui a été élaboré par la Commission nationale de suivi de l'évolution du Covid-19. Ce protocole a été élaboré conformément aux recommandations de l'OACI, qui est l'Organisation de l'aviation civile internationale, et de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il s'articule principalement sur la distanciation, sur l'hygiène et sur le contrôle. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrôle des aérogares passagers est limité uniquement aux passagers et aux accompagnateurs des enfants et des personnes à mobilité réduite. L'objectif étant de réduire au minimum les rassemblements. Voilà. Je pense que c'est le souci premier. Voilà. Exact. C'est le souci premier. Mais pour cela, vous avez pris une série de mesures. Oui, ça commence déjà à l'entrée de l'aérogare. Donc, nous avons installé des caméras thermiques qui peuvent différencier entre une personne qui porte une bavette et non, même si elle la porte mal. Ah d'accord, elle est identifiée. Elle est identifiée, elle est intelligente, donc elle est équipée d'un système sonore. Donc nous avons intégré ce dispositif au dispositif de sûreté déjà qui existe, donc au niveau des scanners, donc pour ne pas encore gêner l'évolution des passagers. Donc avant qu'un passager ne rentre, il doit mettre du gel hydroalcoolique. Obligatoirement. Donc il passe par la caméra thermique. Et puis à l'intérieur, il y a aussi, on a séparé entre les sièges. Au niveau des sanitaires, nous avons enlevé tous les robinets classiques. Nous avons utilisé des robinets à poussoir. Donc même les sèche-mains ont été enlevés. D'accord, parce que c'est facteur de propagation, les sèche-mains. Ben oui, puisque si quelqu'un porte D'accord. Alors, notre consoeur Amina Bato s'est rendue jeudi à l'aéroport de Constantine elle l'a pris comme témoin, comme indice, pour voir ce qui s'est passé réellement. Nous allons voir ces images et après, nous allons les commenter ensemble. D'accord. Des décisions prises par les pouvoirs publics quant à la reprise du trafic aérien vers les wilayas du Sud dans sa totalité et donc 50% des vols sur les wilayas du Nord. Nous avons procédé donc à la tenue d'une réunion de coordination entre les différents intervenants au niveau de l'aéroport, à savoir EGSA, PAF, douane, tous les intervenants, afin d'arrêter un certain nombre de mesures, et ce, en exécution des mesures prises pour la lutte contre le Covid-19. En ce qui concerne la salle d'isolement, en ce qui concerne le matériel, les médecins, on est disponible pour tous les cas qui se présentent. Bon, les passagers, ils vont se présenter avec une PCR, que ce soit les passagers qui voyagent, que ce soit les passagers qui voyagent ou les passagers qui atterrissent aussi. Donc voilà, ce sont les mesures. C'est vrai qu'il y a une équipe médicale sur place qui veille, qui part à toute éventualité, c'est ça. Oui. Bon. Ça, c'est parmi les mesures. Hein. Cette équipe, je peux dire que cette équipe elle a été renforcée, mais elle existait auparavant, parce qu'il y a le contrôle sanitaire aux frontières
qui a existé depuis toujours. D'ailleurs, c'est le premier contrôle, en arrivant à un aéroport, c'est le premier contrôle qui fait face aux passagers. Donc avant les services de police ou de douane, c'est le premier contrôle, ça c'est la norme internationale. D'accord, mais ça a été renforcé pour la circonstance. Oui, bien sûr, oui. On a réaménagé les salles d'isolement, on a fait des salles de consultation, des salles d'isolement et aussi on a agrandi ces salles d'isolement. Très bien. Est-ce qu'il y a des tests qui sont effectués sur place ou non pour Ce qui se fait actuellement, c'est la sérologie. Donc, c'est la compagnie aérienne Tassili Airlines qui le fait. Donc, pour les passagers à destination du sud, enfin, disons des stations de Naftal. Oui, on sait que Tassili, c'est une filiale de Sonatrach. Voilà. Ça, c'est pour la précision. Mais sinon, alors, quelles sont les mesures? Est-ce qu'il y aura un siège vide entre deux passagers ou plus? Ou comment c'est réglé dans l'avion? Non, dans l'avion, il n'y a pas de siège. Parce qu'on se pose la question, est-ce que l'avion va être rempli? Est-ce que non? Comment ça se passe exactement? Non, dans l'avion, il n'y a pas de siège libre. Les passagers devront maintenir leur masque. Donc les boissons à bord ne seront pas servies. Donc la restauration à bord ne sera pas servie. Mis à part pour les vols peut-être de longue distance, oui, mais dans des trucs bien... Comme notre pays est vaste, donc vous avez un vol Alger-Tamrast qui dure quand même plus de 2h30. Donc c'est... Voilà. Donc ça va être un peu difficile, non mais bon, il faut tenir. Mais sinon, au sein de l'enceinte aéroportuaire, donc vous avez les tracés, vous avez les indications, mais aussi, je pense, des agents qui accompagnent les gens pour ne pas qu'ils dépassent. Il y a la sensibilisation, donc il y a des images, il y a des vidéos qui sont diffusées, il y a des affiches. Il y a des contrôleurs d'aérogare, bien sûr, qui sensibilisent en permanence les gens. Mais je pense que les gens sont sensibilisés actuellement, hein, espérant qu'ils ne vont pas baisser les bras seulement. Je crois qu'après 8 mois d'arrêt, je pense qu'ils ont tout intérêt à rester disciplinés et vigilants parce que de la suite dépend, parce que tout peut être remis en cause en cas de pic. Hein. Je pense que c'est ça. Ça, c'est clair. Voilà, donc il faudra rester vigilant. Voilà. Alors, nous sommes à la veille de la journée internationale de l'aviation civile, proclamée par l'ONU en 1996. Et puis ça fait suite à la convention de l'aviation civile, on l'appelle convention de Chicago. Chicago, 1944. Voilà, alors, la reprise des vols coïncide avec cette date. C'est un pur hasard, je pense. C'est clair, oui. Voilà, oui. Je pense que la situation de reprendre les vols a été prise par rapport à l'évolution de la pandémie. Ça n'a rien à voir avec... Non, mais c'était juste un coup d'œil à cette journée internationale de l'aviation civile. Mais sinon, dans toutes les aérogares qui sont dans la région Est et dont vous êtes responsable, c'est les mêmes mesures, c'est les mêmes modifications qui ont été faites pour accueillir les passagers? Oui, c'est les mêmes mesures qui ont été adoptées. Il faut dire aussi que il y a un protocole aussi de nettoyage qui a été un protocole écrit. Parce que le plus important maintenant, c'est de respecter ces mesures d'hygiène. Donc au niveau de chaque aéroport, nous avons des ingénieurs en hygiène et sécurité. Peut-être vous allez être étonnés. Nous avons même des vétérinaires qui travaillent au niveau de l'aéroport de Constantine et de Annaba. Et pourquoi les vétérinaires? Bon, vous parlez tout à l'heure des prestations des repas. Donc la particularité de l'IGS à Constantine, c'est que nous servons les repas à bord. Certains des repas à bord sont fournis par notre établissement, à Constantine ou à Annaba. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est une prestation de votre entreprise, de votre établissement. Exactement. Donc, il y a Air Algérie, il y a Air Algérie Catering qui existe au niveau d'Alger. C'est ce que j'allais dire, parce que Air Algérie Catering, c'est une filiale. Et nous, on sous-traite aussi avec... Ah, d'accord. Au niveau de l'aéroport de Constantine, on est arrivé à recruter ces vétérinaires au même moment. Et les vétérinaires, pourquoi? Pour le contrôle. Le contrôle de la qualité, le contrôle de l'hygiène. Donc, ce qui fait donc tout ce protocole de nettoyage, on est habitué. Juste pour votre information, la désinfection du CHU de Constantine, ce sont notre équipe, c'est les équipes de l'aéroport de Constantine qui l'ont fait. Nous avons désinfecté toutes les polycliniques de Constantine.
dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Donc ça veut dire que l'opération de désinfection est régulière? Elle est régulière, nous avons des atomiseurs, il y a des gens qui sont formés, et on utilise des produits bio pour ne pas... Vous imaginez, on ne va pas nettoyer avec de l'eau de javel, puis quelqu'un va s'asseoir dessus, puis qui va... Non, quand même. Voilà, oui. Mais et la désinfection, est-ce qu'elle est régulière maintenant, après chaque vol? Elle va être plus fréquente. Voilà. C'est les fréquences qui vont être après chaque vol. C'est clair qu'après chaque vol, que nous allons désinfecter. Mais c'est assez onéreux quand même, c'est assez coûteux pour l'entreprise, non? C'est le prix à payer pour que le trafic revienne. Voilà. Et sinon, quelles sont les autres mesures, bon, à part la désinfection, les sanitaires? Je ne sais pas, je rentre dans l'aéroport, est-ce que je me comporte de la même façon qu'avant ou qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, la période d'attente, parce que c'est vrai, vous savez, en général, il y a toujours des retards dans les vols, il y a toujours quelques désagréments. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit que nous avons intégré le système que nous avons mis en place dans le système de sûreté qui existe. Donc à l'entrée de l'aérogare, il y a un PIF, il y a un poste d'inspection de filtrage qui est doté d'un scanner et un portique. Donc avant de passer au portique, il y a la caméra thermique. D'accord. Il y a le gel, c'est pour éviter que la personne, si elle est malade, ne contamine les bacs dans lesquels on met les bagages. Donc c'est beaucoup plus ça. Donc, si la personne ne présente pas de température ou si elle est saine, elle passe. Sinon, si la personne présente de la température, on ne va pas lui demander de repartir. Elle peut s'asseoir juste à côté parce que peut-être en accélérant le pas pour arriver à l'aérogare, peut-être qu'elle s'est fatiguée et que la température s'est élevée. Donc, elle va se reposer un petit peu, puis elle va repasser le test. Enfin, elle repasse devant la caméra. Bien sûr, c'est un test quand même. Voilà, c'est un test indicatif, mais c'est un test. Quand même. Voilà. Si elle ne présente pas de fièvre, elle passe. Sinon, on sera invité à rebrousser chemin. À rebrousser chemin, si, c'est clair. Voilà, c'est clair. C'est clair. Une fois au niveau de l'aérogare, bon, la différence, c'est que les magasins sont pour le moment fermés. Donc, c'est ce qui va... Donc, il faudra prendre ces mesures. Voilà, il faut que les gens prennent leurs mesures par rapport à cela. Sinon, le reste, les aérogares sont vastes, donc la distanciation en elle-même, elle est respectée. Donc, Oui, mais en général, il y a toujours un petit attroupement avant l'embarquement, avant le truc, donc peut-être qu'il faudra régler encore plus ça, je pense. Hein, oui, déjà, donc, les gens, quand ils vont déjà réserver, ou bien sur le site d'Air Algérie, déjà, vous allez trouver que les gens sont invités à venir un peu plus tôt. Un peu plus tôt, c'est-à-dire minimum 3 heures avant le vol. Ah, quand même. Minimum 3 heures avant le vol pour permettre de faire toute la procédure le plus normalement dans des mesures. D'accord. Mais bon, tout ça, est-ce que vous pensez que, bon, je sais, on croise toujours les doigts quand on refait, c'est vrai, mais quelles sont vos craintes par rapport à cette reprise? On a toujours des appréhensions. Non, moi je suis confiant. Hein. Je suis confiant. Quand on voit la population, comment elle se comporte à l'extérieur, je suis confiant. D'ailleurs, l'expérience des mosquées, elle est claire. Ils ont ouvert les mosquées pour les fidèles de plus de 1000 pour le plus 1000 fidèles. Maintenant, ils sont passés à moins, à 500. Ouais. Donc les gens respectent. Maintenant, le risque, c'est le relâchement. Le risque, il est là. Il faut toujours rester vigilant. Voilà. Nous, on va marquer une courte page publicitaire avec notre partenaire Coral Peinture et puis nous allons continuer notre débat. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Voilà, donc on parlait des appréhensions, mais vous faites bien de citer les mosquées, parce que c'est un bel exemple de discipline. C'est vrai que l'on avait des craintes, mais finalement, donc je pense que il faut garder la même vigilance au sein des aéroports et inviter surtout les voyageurs à respecter la distanciation, le port du masque et la désinfection régulière. De toute façon, ils trouveront tout, hein. Si moi, par exemple, je viens en retard et je n'ai pas de bavette. Petit incident technique. Oui. Je ne pourrais pas voyager. Mais généralement, vous ne pouvez pas sortir de chez vous sans bavette. C'est vrai que c'est déjà... Voilà. Mais
Il faut dire qu'il faut prendre ces dispositions. Quels conseils on peut donner aux utilisateurs des voyages aériens? Parce que je pense que beaucoup de gens ont souffert les lents déplacements entre les villes d'Algérie, surtout que les distances sont très longues. Donc, je pense que les vols vont un peu rassurer et atténuer cette fatigue de voyage. Oui, donc les gens doivent rentrer dans le site soit d'Air Algérie, soit de l'EGSA, donc c'est egsaconstantine.dz. Ils trouveront toutes les informations et les programmes des vols. Vous savez, tout le monde n'est pas lettré, attention. Et tout le monde maintenant, tout le monde a un smartphone et tout le monde est connecté actuellement. Hein. Oui, mais il reste toujours des gens qui ne sont pas lettrés, donc peut-être qui... Je vous ai dit tout à l'heure que les personnes à mobilité réduite peuvent être accompagnées. Donc quelqu'un d'un certain âge ou bien qui n'est pas lettré, comme vous dites, il peut aisément être accompagné. Voilà, on ne veut pas quand même quelqu'un qui est malade ou quand même qui est âgé, on va le jeter devant la porte de l'aéroport. Non. Même, c'est vrai que l'accès aux aérogares n'est autorisé qu'aux détenteurs de billets ou bien des accompagnateurs des personnes à mobilité réduite. Mais si l'aérogare, s'il n'y a pas beaucoup de monde donc à l'intérieur, et le préposé, certainement qu'il va laisser les gens rentrer. Mais s'il y a beaucoup de monde, donc il faudra... Voilà. Le but, ce n'est pas d'interdire l'accès aux gens, c'est de limiter... Et surtout ne pas laisser le virus se propager, je pense. Voilà. Exactement. Et sinon, d'autres mesures que l'on n'a pas citées depuis le début, on a parlé je sais pas, des médecins qui sont mobilisés, qui sont là, qui prennent en charge n'importe quel cas. Oui. Parce que l'équipe a été renforcée. Il y a le contrôle sanitaire des frontières qui existe. On a parlé un peu de tout. Hein. Donc la climatisation qui a été arrêtée. Donc on aère beaucoup plus. C'est pour ça qu'on parlait des sèche-mains, c'est pour éviter la circulation du... Mais c'est vrai, alors ça va être un peu quand même contraignant, il faut le reconnaître, mais c'est ce qu'il faut pour respecter les mesures barrières, parce que si moi j'arrive 3 heures avant le vol, je reste à peu près 3 heures. Si je rentre dans l'aérogare, il n'y a pas la climatisation, le chauffage, donc ça va être un peu gênant, on va dire, surtout en ces temps de froid. Ouais, ça va être un peu pénible, mais surtout pour les personnes âgées. Donc il faudra, je ne sais pas, prendre d'autres mesures peut-être, mais je crois qu'il n'y a pas d'autres moyens Vous savez, au niveau des aéroports, il y a ce qu'on appelle un comité de facilitation. Donc, au niveau des aéroports, il y a un comité de sûreté qui traite tous les aspects qui sont liés à la sûreté. Il y a un comité de facilitation donc, qui traite de cela, qui est à l'écoute des doléances des passagers. Et on va peut-être améliorer et voir. Donc, on va démarrer comme ça. Pour le moment. C'est un essai, on va dire. C'est un essai, voilà. Et on verra. Probablement, il y aura quelques imperfections, mais ça va aller, je pense. Oui, mais il y a certains aéroports où des commerçants vont ouvrir, parce que les commerces, ils sont ouverts au niveau de la ville. Maintenant, si des commerçants ne vont pas ouvrir au niveau dans certains aérogares, c'est par souci économique, il n'y a pas beaucoup de passagers, donc il va se dire que c'est pas rentable. C'est pas rentable, j'ai beaucoup plus de charges. Mais par exemple, à Biskra, il y a un concessionnaire, je sais, qui va ouvrir tabac journaux, et malgré s'il n'y a qu'un seul vol, et qui lui vendra des bavettes. Hein. Ah d'accord, mais il est là, donc il pourra toujours. Oui. Voilà. La fréquence des vols, est-ce que c'est pas de votre ressort aussi? Non, c'est Air Algérie qui a programmé, donc c'est vrai. Mais dans un premier temps, quels sont... Il y a 21 vols par semaine, par jour à Constantine, 20 vols à Annaba, 8 à Biskra, 2 à Sétif et 4 à Betna. Voilà. Donc on va dire que dans un premier temps, c'est assez quand même conséquent pour reprendre une partie de la vie régulière. Non, par rapport à ce qui était... C'est vrai qu'il n'y avait pas de vol du tout. Quelques vols cargo. Il y avait des vols charters. Hein. Le Tassili a continué à transporter les pétroliers, comme je vous disais tout à l'heure. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autre moyen de rejoindre les bases. Voilà. C'était des vols vraiment contrôlés, avec tests, tout ce qui s'ensuit. Voilà, je crois que si on doit ajouter quelque chose, si vous avez un message à passer, surtout pour votre personnel et pour les voyageurs. Restons vigilants. Voilà, c'est tout. Soyons prudents et restons vigilants. Il ne faut pas relâcher. Il ne faut pas relâcher, et c'est clair. Donc, pour combattre ce virus, il faut de la discipline et du civisme, et restons vigilants. Voilà, merci Issam Ben Said, vous êtes directeur général. J'arrive vraiment... EGSA Constantine. Voilà. C'est une difficulté que je dois surpasser.
Allez, Vous y arriverez. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, merci. Je vous remercie d'avoir été notre invité ce matin à partir de la station régionale de Constantine. Je vous rappelle qu'on parlait des mesures prises par les aéroports pour la reprise des vols domestiques en attendant, bien sûr, les voyages vers l'international. Mais ce sera dans une deuxième étape et cela dépend du comportement des voyageurs. Allez. On va écouter une chanson Freklan. Vous aimez Freklan? Oui. Oh, bah, très bien. Donc, je vous offre cette chanson de Freklan. Après, nous parlerons de renflement avec le professeur Bougrida Mohamed. في بالي بزين سويرة لميرة لميرة ساعة بالليلة ولا لميرة لميرة لقينا وين جيني في بالي بزين سويرة لميرة لميرة ربي كريم ماني معك خلاني سحارة نعيم حداك بكل واني ربي كريم ناني معك خلاني سحارة نعيم حداك وكل واني آمين 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 رب العالمين 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 عودوها سحب الليلة ولا لميرة جيني في بالي بزين سويرة ساعة بالليلة ولا لميرة جيني في بالي بزين سويرة ساعة بالليلة ولا لميرة لميرة يا نوي جيني في بالي بزين سويرة لميرة لميرة ساعة بالليلة ولا لميرة لميرة يا نوي جيني في بالي بزين سويرة لميرة لميرة ربي كريم في بحر عينك رسالي بكلام حنين تاني عندك خلاني هادو سنين بالزين صور قبالي جيتي في الحين نسيتيني في الماضي اجي في الحين اجي في الحين اجي في الحين نظرة سنين اجي في الحين اجي في الحين اجي في الحين نظرة سنين قولوا امين 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 رب العالمين امين 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 رب العالمين L'Amira de Freklan, c'est toujours une belle chanson que l'on écoute avec beaucoup de plaisir. Et là, on va changer de sujet. On parlait de l'aviation civile et de la reprise des vols. Eh bien, on va parler des problèmes de santé parce que parmi les problèmes recensés et qui sont très souvent répertoriés dans les, je pense, dans les consultations médicales, eh bien, il y a le renflement, même si on a tendance à dire que c'est peut-être pas une maladie, mais au contraire, c'est une maladie et il faut se soigner.
Oui. Professeur Bougrida, marhaba bik, merci d'être là. Voilà. Merci, bonjour téléspectateurs. Alors, c'est vrai que la semaine passée, on parlait d'obésité Oui. et de ses conséquences avec la Covid, bien sûr, parce que quand on est en surpoids, on est un sujet fragile. Est-ce que, d'abord avant de parler, beaucoup ne croient pas que le renflement est une maladie? Bon. On va expliquer. Voilà. Oui, d'abord, je dois rassurer nos amis téléspectateurs que c'est vrai, le renflement, c'est une pathologie. On parle de rhincopathie, mais qui n'est pas très très grave. Il ne faut pas s'affoler. C'est vrai, ça peut entraîner des problèmes sociaux. Beaucoup plus. Avec le conjoint et tout ça, mais ce n'est pas une pathologie très grave. Premièrement, c'est un symptôme. C'est un symptôme qui est d'origine d'abord ORL. Donc, quand quelqu'un renfle, avant d'attribuer ce renflement à une autre pathologie plus ou moins grave, telle que l'apnée du sommeil, il faut d'abord rechercher qu'est-ce qui se passe dans les voies aériennes supérieures. C'est quoi les voies aériennes supérieures? Les voies aériennes supérieures commencent à partir des narines. Des narines. Des narines jusqu'au larynx. Donc c'est ça, ce carrefour aérien, c'est là où peut-être on a un problème, un obstacle. Ouais. Et on commence d'abord chez l'ORL, d'ailleurs c'est lui qui devrait faire ça. Nous, quand quelqu'un vient pour renflement tout court, on l'oriente... C'est après avoir consulté un ORL. On l'oriente directement d'abord chez l'ORL. Il faut qu'il nous ramène un compte rendu ou un avis d'ORL. Donc l'ORL doit voir qu'est-ce qui se passe d'abord dans le nez. Est-ce qu'il y a une déviation de la cloison nasale? Est-ce qu'il y a des végétations? Est-ce que, donc, il y a un examen ORL, un examen des voies aériennes supérieures? Des voies respiratoires. Pour expliquer aux téléspectateurs, quand vous renflez, donc, probablement, le problème se pose ici. Et ce n'est pas très grave. Ça peut être très bénin. Ça peut être très bénin, et un médecin spécialiste en ORL peut régler le problème, sauf dans certaines malformations. Une rétrognathie, c'est-à-dire la mandibule inférieure qui est en arrière par rapport à la mandibule, il y a un décalage entre la mandibule supérieure et là, ça relève de la chirurgie plus ou moins compliquée, mais c'est toujours l'ORL qui s'en occupe avec l'orthodontiste. Mais généralement, c'est des problèmes d'ORL simples. Il y a le voile du palais, donc l'ORL doit examiner aussi la bouche, le palais, la luette, les amygdales. Oui. Donc ce carrefour, il doit rechercher là où il y a un obstacle. Oui. Donc avant, c'était plus. Maintenant, avec les moyens d'exploration que les ORL ont, donc on n'a pas de problème. La nasofibroscopie, donc l'ORL peut faire une nasofibroscopie, voir qu'est-ce qu'il y a dans ce carrefour aérien, ce qu'on appelle les voies aériennes supérieures, la rhinoscopie, on peut faire même de la rhinométrie. Donc tout ça nous permet de cerner le problème, si le problème est un problème d'ORL. Voilà, c'est vrai que les causes sont multiples, il ne faut pas croire qu'il n'y a que l'ORL, moi j'ai vu... Oui, bien sûr, j'arriverai à d'autres causes. Et il y en a beaucoup, mais la première déjà c'est, on va dire, éliminer la piste ORL, c'est il y a un obstacle qui empêche, parce que quand on renfle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui gêne l'aération. Je pense que c'est ça, la respiration. Qui gêne le passage de l'air. C'est pour ça que ça crée un bruit. C'est comme quand on veut fabriquer une flûte. Oui. On a le tuyau comme ça, et puis on réduit le diamètre. Quand on souffle, ça fait... ça fait du bruit. Ça fait donc c'est la même chose. Malheureusement, ce n'est pas le même bruit qu'une flûte. Voilà, c'est un bruit, oui. Voilà, ce qui est un peu gênant. Mais je dis ça, c'est pour orienter oui, bien sûr, on oriente nos amis téléspectateurs. Pour qu'ils n'aillent pas, quand vous renflez, et d'abord, quel renflement? Parce que nous, on renfle tous occasionnellement. Le renflement deviendra pathologique quand il est quotidien, et quand il est gênant, et quand il est vraiment sonore, plus de 45 décibels. Donc il y a des caractéristiques pour que le renflement soit pathologique. Parce que vous, moi, n'importe qui peut renfler quand on est fatigué. Ça dépend de la position. Vous avez une journée très chargée et tout ça. Là, c'est pas grave, on va dire. Mais c'est pas grave. Mais quand le renflement est quotidien, il est très très sonore, plus de 45 décibels, là, il est gênant. Là, le malade doit consulter. D'abord, il doit consulter chez un ORL. Quand l'ORL vous dit qu'il n'y a rien au niveau des voies aériennes supérieures,
là, on attribue le renflement à d'autres mécanismes, d'autres pathologies, à commencer par ce qu'on parlait la dernière fois, l'obésité. Généralement, il est lié à l'obèse parce que l'obèse, au niveau du cou, il y a de la graisse qui se dépose, il y a le cou très large, donc ça peut comprimer la partie la plus fragile des voies aériennes supérieures qui est le pharynx, et là, ça entraîne aussi du renflement. Sinon, il y a une autre pathologie qui existait depuis très longtemps, qui était méconnue parce qu'on n'avait pas les moyens d'exploration pour mettre en évidence cette pathologie, qui est l'apnée, hypopnée du sommeil. C'est quoi l'apnée du sommeil? C'est très simple à expliquer. Quand vous dormez, durant la nuit, la respiration s'arrête. S'arrête pas. Le carrefour aérien se ferme, soit totalement, soit partiellement. Donc il y a un moment. Et cette apnée, bon, on va dire qu'elle empêche le sujet de respirer et elle peut avoir des conséquences. Bien sûr. Graves. Bien sûr. Heureusement que c'est intermittent. C'est pas durable, sinon la personne va mourir. Oui, bien sûr. Si ça dépasse 3 minutes, ça sera fatal. Donc c'est des pauses respiratoires qui dépassent bien sûr plus de 10 secondes, qui peuvent aller au-delà de 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Quand même, c'est assez important. Oui. Et c'est quoi le mécanisme? C'est que le pharynx, qui fait partie toujours des voies aériennes supérieures, qui commence par le nez jusqu'au larynx. Heureusement que le larynx contient du cartilage, il ne se collabe pas. Oui, il se dilate. La trachée aussi contient du cartilage, mais du cartilage au niveau de la trachée, parce qu'on n'a qu'une seule trachée. Imaginez si elle se ferme, on décède. Mais il y a une partie fragile dans ce carrefour qui est le pharynx, qui est constitué de muscles. Il y a les muscles dilatateurs, les muscles distenteurs du pharynx. Quand on est en plein sommeil, ces muscles tirent sur ce pharynx et laissent l'orifice béant. Donc l'air passe, quand on n'est pas malade, passe sans aucun problème. Chez ces personnes, il y a un problème au niveau de ces muscles qui devient flasque, qui se relâche, qui ne se contractent pas pour tirer sur le pharynx, pour ouvrir l'orifice. Donc quand les muscles se relâchent, le pharynx se ferme momentanément. Quand il se ferme, l'air ne passe. Bon, il peut se fermer partiellement par l'hypopnée. C'est ça qui fait le renflement. Parce qu'on a réduit le diamètre quand l'air passe durant l'inspiration. Et il fait du bruit. Quand il passe aussi durant l'expiration, il fait du bruit. Ouais. Donc c'est surtout durant l'inspiration, il va faire ce bruit en ronfle. La personne ronfle. Et après, bien sûr, l'organisme va détecter cette anomalie. Pourquoi ? Comme vous l'avez bien dit, il y a des conséquences. Parmi les conséquences, il y a une diminution de la quantité d'oxygène dans le sang. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'hypoxémie, mais qui est intermittente toujours, et heureusement. Heureusement, elle n'est pas continue, parce que sinon... Voilà. Et durant cette petite diminution de l'oxygène dans le sang, il y a des gendarmes qui surveillent, ce qu'on appelle les chémorécepteurs, qui surveillent sans... Hop, ils détectent la diminution de l'oxygène, ils envoient des influx vers le cerveau. Le cerveau donne l'ordre au thorax. Le thorax, aux muscles respiratoires pour travailler plus. Ouais, donc, pour faire un effort. Pour faire un effort. Et justement, il y a un effort thoracique qui fait réouvrir le pharynx. Et ça se répète. Et c'est pour ça que le sujet dort, mais quand il se réveille, il est toujours fatigué. Et bien sûr, parce qu'il y a tout un mécanisme de physiopathologique qui se fait durant la nuit par rapport à cette petite fermeture du pharynx, ou bien cette fermeture qui pourrait être totale parfois, c'est ce qu'on appelle l'apnée, et qui pourrait être partielle, c'est ce qu'on appelle l'hypopnée. Donc il y a une diminution de l'amplitude respiratoire durant l'inspiration de plus de 30%. C'est ça l'hypopnée. Et l'apnée, c'est une pause respiratoire de 10, 20, voilà. Mais l'organisme réagit rapidement. Quand il réagit, donc il y a un effort thoracique. C'est pour ça que la personne, parfois, quand on la regarde en train de ronfler, faire la pause, elle fait... c'est l'effet, c'est l'effort. C'est l'effort, c'est les muscles qui réagissent, qui donnent... Voilà, très bien. Donc les muscles respiratoires qui réagissent pour réouvrir le pharynx. Et ça se répète. Donc c'est intermittent, la personne ronfle, et après d'ailleurs on a remarqué que... pour aller vers d'autres causes du renflement, il faut dire d'abord que cette pathologie,
peut être soigné, accompagné. C'est pas, Bien sûr. voilà, il faut pas s'alarmer. C'est vrai que c'est s'alarmer. grave, mais on peut j'ai accompagner dit, le malade. Bon, c'est vrai, c'est gênant dans la vie sociale, mais c'est pas une pathologie très grave. Surtout quand le problème est purement ORL, l'ORL peut le régler rapidement, il n'y a pas de problème. Donc, Là, si c'est une déviation mais de la pour l'apnée, c'est un peu croissance, plus difficile. pour l'apnée, c'est autre chose. Mais avant d'attribuer le renflement à l'apnée, il faut rechercher d'autres symptômes. Parce que Par exemple le renflement n'est pas le maître symptôme de l'apnée, parce qu'il a d'autres causes. Comme Oui, je l'ai dit, bien c'est sûr. ORL et autres. Mais le maître symptôme de l'apnée, c'est la somnolence diurne. Le fait que ce mécanisme physiopathologique se répète durant toute la nuit, la personne n'a pas bien dormi, donc elle n'a pas est eu fatiguée. un sommeil récupérateur, et la journée, elle est fatiguée. Et si une personne vous dit, moi, je dors durant la journée, Ouais, c'est s'il y pas a des normal. somnolences comme Si ça. des somnolences durant la journée, ça c'est pathologique. Voilà. Et c'est le symptôme Premier. qui oriente, le premier symptôme qui oriente vers l'apnée, parce que, surtout par exemple la matinée, le moment où on est très vigilant, où la personne a le maximum de vigilance, c'est entre 8h et midi, et entre 16h jusqu'à 20h. Donc la vigilance, elle est maximale entre 8h et midi, après elle diminue un petit peu. C'est pour ça que les gens font de la sieste et tout ça. C'est dû aussi à Et la après, digestion du à repas. 16h, et puis, à 16h, on est très très bien vigilant. C'est pas normal qu'une personne Dorme. somnolente à 17h par exemple, ou bien à 10h du matin. Si une personne a des somnolences comme ça à 10h du matin, c'est qu'elle est malade. Et si elle a des somnolences à 17h, parce que c'est le moment où on est très vigilant. Et la vigilance jusqu'à 20h commence à diminuer, elle est nulle entre 2h du matin et 6h du matin. C'est là où il y a beaucoup d'accidents liés au sommeil. Les accidents liés au sommeil se font généralement entre 2h du matin et 6h du matin. La troisième partie de la nuit. Troisième partie de la nuit, la vigilance, elle est presque nulle. Ouais. Et il ne faut pas conduire durant cette période, sauf si on a... On a pris l'habitude, parce que c'est vrai qu'il Si faut... on a préparé ça, Voilà, donc c'est en prenant du pas café, tout le monde qui le fait, voilà, donc... les camionneurs, C'est les des camionneurs transporteurs, qui sont à ouais, deux, ils font par ça, exemple, qui se réveillent à 2h du matin, donc il a bien dormi avant, et sinon on ne peut pas le faire. Quelqu'un comme ça, subitement, le voyage... à il 2h va du matin, non, il faut c'est là s'y où la préparer. vigilance, elle est Voilà. presque à zéro. Et après, elle reprend, 8h, on est très vigilant, 10h, on est très vigilant. Et si une personne somnolente à 10h, c'est qu'elle n'est pas C'est normale. qu'il y a un... Voilà, il faut... Et quand elle a un renflement, on attribue le renflement à la somnolence diurne excessive, et là on pense à l'apnée du sommeil, ou bien une autre pathologie du sommeil. Ben, il y en a. Il y a d'autres pathologies du sommeil. Mais bon, pour rester dans notre sujet qui est le renflement, les causes, il y a aussi d'autres causes. Il y a un repas copieux peut entraîner un renflement. Oui, parce qu'il y a effectivement. la digestion, il y a des efforts, le ventre est assez gonflé, on a du mal à respirer, donc on renfle. Bon, ça, Mais c'est ça une aussi, des causes. ça fait partie des renflements occasionnels, qui ne sont pas C'est pas très grave. très graves et qui ne sont pas quotidiens et permanents, et qui... Et ça, c'est occasionnel. Mais il y a une cause qui est pour c'est le tabagisme. Il faut pas... Le tabagisme, l'alcool. Oui, il faut- L'alcool aussi provoque du renflement quotidien, le tabagisme, parce que le tabagisme entraîne aussi des problèmes de ce carrefour, l'inflammation au niveau des voies aériennes supérieures. Il y a d'autres maladies aussi inflammatoires, comme l'allergie, la rhinite allergique. Certaines personnes qui renflent, si vous voulez, d'une manière saisonnière, mais pas toute la perannuelle. C'est des périodes. C'est des périodes qui En sont... période d'allergie. Mais ce renflement est lié à leur rhinite allergique. Il y a les rhinites saisonnières qui sont liées au Par pollen. exemple, on dit l'allergie Aux pollinoses, au pollen, par exemple, les pollens, ça pollen. dépend quel type de pollen. Il y a des arbres qui pollinisent en Mois de automne, mars, on d'autres va en... dire, Et d'autres puis il y a au- certains, par exemple, qui sont allergiques aux graminées. La période, c'est le printemps, par exemple, jusqu'à la fin du printemps. C'est durant cette période, ils renflent. Sauf ceux qui ont de l'allergie, de la rhinite perannuelle liée aux acariens ou liée à d'autres Là, c'est autre allergènes, chose, voilà. et qui aussi peuvent ronfler durant toute la nuit, et toute l'année. Mais c'est aussi facile à traiter. Quand on traite la cause, le renflement... Quand on connaît la cause, c'est Quand vrai, on ça, connaît la cause... on se traite. donc l'ORL jouera toujours le rôle le plus Le premier, important, bien sûr. parce que même la rhinite allergique est traitée le plus souvent par un médecin ORL. Donc l'examen du nez,
du palais, de la bouche. Il y a aussi certaines malformations, la langue qui est assez épaisse, la base de la langue, qui ferme un petit peu l'orifice au niveau de la luette très longue. C'est des malformations qui sont traitables, bien sûr, et on fait intervenir la chirurgie, chirurgicalement par des médecins ORL. Maintenant, le renflement lié à l'apnée du sommeil, c'est vrai, il est difficile à traiter. Difficile à détecter d'abord, parce qu'on ne se rend pas compte dès le début. Il faut passer des examens, et puis après se rendre compte, parce que des fois, de prime abord, on ne croit pas que c'est l'apnée, parce qu'on ne sait pas, on croit que c'est le renflement, mais après, qui peut me dire que, par exemple, moi, j'ai l'apnée du sommeil? Qui peut me le dire? Après une consultation ORL, il faut orienter. D'ailleurs, nous, on est en train de faire de la sensibilisation par rapport à cette pathologie qui est plus ou moins méconnue, que ce soit par le malade lui-même que par certains de nos confrères. Donc, on est en train de sensibiliser par de la formation continue auprès de nos confrères généralistes, pneumologues et autres spécialités, pour leur demander de poser la question quand même aux malades qui est fatigué qui vient consulter pour autre chose, mais qui rapporte la notion de fatigue matinale, céphalée matinale, trouble du sommeil. Est-ce que cette personne ronfle? Est-ce que cette personne a de la somnolence diurne? Si elle a ces deux symptômes, on peut s'orienter vers l'apnée du sommeil. Maintenant, la somnolence diurne, on peut l'évaluer aussi, bien subjectivement, par un questionnaire. Et qui est très facile, qui est un questionnaire qu'on peut remplir en 3 minutes. C'est le questionnaire des Poors. Par exemple, on pose une des questions aux malades quand vous êtes dans un cabinet médical, vous êtes en train d'attendre votre tour, il y a le calme, est-ce que vous dormez ou pas? S'il vous répond oui, donc c'est un point. Vous lui posez la question quand vous êtes en train de regarder la télé l'après-midi, est-ce que ça vous arrive de dormir ou non? Est-ce que quand vous conduisez votre voiture, là, quand vous êtes passager avec quelqu'un qui conduit, est-ce que vous... Donc il y a des questions, s'il y a un score, si le score dépasse 10, donc on suspecte cette somnolence diurne qui peut être explorée objectivement par des moyens d'exploration tels que la polysomnographie qui nous permet d'objectiver avec un EEG et on remarque que la personne a un EEG de sommeil. Donc on confirme la somnolence diurne. On peut faire un EEG pendant 20 minutes. On met la personne dans un état. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'étile, le test itératif de latence d'endormissement. Si la personne au bout de 8 minutes, elle dort, et avec un EEG qui montre qu'elle s'est endormie, là on confirme qu'elle a une somnolence diurne. On n'a pas encore parlé de l'apnée du sommeil, parce que l'apnée du sommeil c'est autre chose. On explore la respiration pendant le sommeil. Voilà, là c'est autre chose. C'est la polygraphie. Il faut dire que voilà, il y a des appareils. La polygraphie, il y a la polysomnographie qui peut être complète. La polygraphie nous permet d'explorer la personne durant le sommeil et d'explorer la respiration pendant le sommeil. On met des canules au niveau nasal. Et après, il y a un appareil qui détecte ces apnées ou ces hypopnées. Et après, donc, on va faire le compte. Et quand les apnées, puis après, quand les apnées ou les hypopnées dépassent 5 par heure de sommeil, c'est positif. Ça veut dire que le sujet est malade et qu'il doit... Pourquoi 5? Voilà. Parce que nous, on fait tous des apnées durant la nuit, mais qui sont inférieures à 5. Quand c'est inférieur à 5, ce n'est pas significatif. Quand c'est plus de 5 apnées, hypopnées par heure de sommeil, là c'est positif. Et après, il y a une classification de la sévérité. Alors, le masque que l'on pose là, est-ce que c'est une solution au ronflement? Alors là, c'est pour empêcher la bouche de sourire. Là, est-ce que c'est... Parce que, vous savez, maintenant, dans le commerce, on propose des produits pour arrêter de ronfler, pour arrêter de... Est-ce que c'est une solution? Bon, il y a ces produits qui ne sont pas... Si vous pas voulez, tout à fait fiables. On n'a jamais proposé ce genre de traitement. Nous, quand on confirme l'apnée du sommeil, on traite l'apnée. Quand on traite l'apnée, le ronflement disparaît. L'apnée, c'est le problème du pharynx qui se collabe, qui se ferme parce qu'il y a un relâchement musculaire, parce que les muscles du pharynx sont malades. Quand on donne un appareil qui envoie de l'air avec une pression positive, cette pression de l'air,
pas de l'oxygène. Non, non, de l'air. De l'air. Et cet appareil qui envoie ce générateur de pression, envoie l'air avec une pression, donc une forte pression qui va ouvrir ce pharynx, qui se ferme, et le maintenir ouvert durant toute la nuit. Donc l'air passe sans aucun problème, pas de renflement, la personne est oxygénée, elle va dormir au début, bien sûr, c'est un corps étranger, après la personne va s'adapter, se familiariser avec cet appareil, et puis après la personne, sa vie va changer complètement, parce que les conséquences de l'apnée du sommeil sont très graves. Pas la maladie en elle-même, ce qu'elle engendre comme problème, est très grave, à commencer par les problèmes cardiovasculaires, parce que le fait de ne pas s'oxygéner, même momentanément, le cœur se fatigue, il y a une réaction de l'organisme devant ce manque d'oxygène, il y a le système nerveux sympathique qui est stimulé, ce qui va, ça sécrète l'adrénaline, ce qui va augmenter la pression artérielle, l'activité cardiaque. Ouais. Ça peut provoquer des troubles du rythme cardiaque. Et d'ailleurs, la pression artérielle qui augmente, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème, bien sûr, la tension, comme ça peut provoquer un AVC, un accident vasculaire cérébral, et d'autres... C'est dire qu'il faut prendre au sérieux. Il y a aussi la glycémie qui peut être perturbée, parce que l'adrénaline qui entraîne aussi une sécrétion qui va perturber le métabolisme du glucose, l'insuline, et on peut avoir une résistance à l'insuline à la longue, donc ça peut provoquer des problèmes aussi métaboliques. Quand même. Et sans compter que le problème de la qualité de vie qui est complètement altéré. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure que ce manque d'oxygène est détecté par des récepteurs qui sont là comme des gendarmes en train de surveiller l'oxygène. Il faut que l'oxygène soit maintenu dans des valeurs X. Si ça diminue, ils stimulent. Ils envoient des influx au cerveau, ils lui disent « Voilà, attention, l'oxygène a diminué, il faut que vous donniez l'ordre au thorax pour réagir. » Et ceci va entraîner un micro-éveil. Le cerveau va se réveiller. Et la personne ne se rend pas compte. Même nous, quand on voit la personne, quand on la regarde, parce qu'on met une caméra vidéo, quand on a l'impression que la personne, elle est en plein sommeil. Mais son cerveau s'est réveillé momentanément, c'est ce qu'on appelle un micro-éveil. Et ces micro-réveils qui se répètent durant toute la nuit, quand on les additionne, ça fait peut-être 1 heure ou 1 heure et demie de micro-éveil. Donc la personne, si elle a dormi 5 heures, donc il faut lui retrancher cette période de micro-éveil. C'est pour ça qu'elle a une dette de sommeil. Et c'est cette dette de sommeil qui est à l'origine de la somnolence diurne. Donc, comme les conséquences sont quand même assez graves, il faut le dire. Et, la vie n'est plus la même, puisqu'on n'est pas, on est fatigué, on ne réagit pas. Le plan vasculaire, c'est très grave. La personne. Il faut dire qu'on fatigue. Bon, il y a d'autres symptômes qui ne sont pas toujours fréquents parce que ça dépend des cas. Mais il y a plusieurs symptômes. Il y a les céphalées matinales, la fatigue matinale, le manque de concentration quand la personne travaille parce qu'elle n'a pas bien dormi. Le besoin de dormir. La nicturie, la personne se lève la nuit pour aller uriner. Il y a un dysfonctionnement aussi sexuel. Il y a pas mal de problèmes. Hein. Donc on va dire que c'est la malvie. C'est la malvie. Voilà, ça entraîne ça altère la qualité de vie. Ouais. Donc, après le traitement, les malades viennent vous dire ma vie a complètement changé. Alors justement, quel est le traitement? Et pour le renflement, d'abord pour l'apnée du sommeil, après on donnera quelques conseils pour le renflement. Mais pour l'apnée du sommeil, c'est quoi le traitement exactement? Le traitement, c'est un appareil qu'on appelle CPAP, Continuous Pressure, Positive Pressure. En anglais, c'est un appareil très simple qui envoie de l'air avec une pression, avec une certaine pression, que nous, on doit régler par rapport à la gravité de la maladie. Parce que j'ai dit tout à l'heure, quand ça dépasse 5, c'est positif, mais celui qui a une 5 même à 15 apnées par heure de sommeil, parfois on ne le traite pas. On essaie de le traiter avec l'hygiène de vie. Parce que c'est modéré, donc ils essayent de réduire le poids, ils essayent de faire du sport, de l'activité physique. Et on a fait un groupe de femmes qui ont fait de l'activité physique
dans une salle, bien sûr, avec un protocole personnalisé et individualisé. Et elles ont quand même pu réduire leurs apnées. On a contrôlé après, elles ont réduit leurs apnées. Et elles continuent toujours à se traiter de cette manière, parce que leur apnée n'est pas très très grave. Elle est inférieure à 15. Elle peut être réglée avec un peu d'activité avec l'hygiène de vie, donc elles essaient de dormir voilà. sur le côté, donc parce que quand on dort aussi sur le dos, on ronfle, même si on n'a pas de l'apnée du sommeil. Et quand on a de l'apnée du sommeil, donc ça c'est pire. Voilà. Donc on essaie de leur expliquer comment dormir, l'hygiène de vie et tout ça. Elles essayent quand même, elles s'améliorent uniquement avec ça. Quand ça dépasse entre 15 et 30, ça dépend si elle a des comorbidités, la personne. Elle a de l'hypertension artérielle, elle a d'autres problèmes, elle a le diabète. On la traite avec cet appareil. Maintenant, quand c'est plus de 30, c'est là où l'appareil est indiqué. Il n'y a pas de problème. C'est primordial. C'est primordial. Il faut la mettre sous... Mais maintenant, on a un problème avec ces appareils. Ouais. D'où l'acheter. D'où l'acheter, mais bon, je pense que combien ça coûte. Ça coûte cher. C'est pas remboursé. Mais je crois qu'on se dirige vers vous orientez un peu. Oui, c'est mieux d'être accompagné par le médecin traitant. On a beaucoup de prestataires, mais on a toujours des problèmes avec tous les prestataires, quelles que soient leurs compétences, quelle que soit leur honnêteté, quel que soit, parce que le fait que c'est pas remboursé, c'est déjà un problème. Même si le prestataire est correct et tout ça, acheter un appareil à 20 millions, c'est que ça coûte cher, voilà. Ça coûte cher, c'est pas tout le monde qui peut l'acheter. Je crois, on arrive à la fin de notre débat, docteur. Donc, quels conseils, juste, on peut donner rapidement 2-3 conseils pour justement à ces gens qui souffrent, non pas seulement de l'apnée du sommeil seulement, mais aussi du ronflement. Rapidement, quels conseils? Bon, premièrement, je rassure les gens, le ronflement, c'est un symptôme qui n'est pas très très grave. Très bien. Sauf s'il est attribué à l'apnée du sommeil, là, la prise en charge devient particulière. Donc, il faut consulter d'abord un ORL, il ne faut pas aller un peu partout ça, on l'a dit directement. Deuxièmement, l'hygiène de vie, parce que généralement, le ronflement, on le voit chez les personnes obèses. Très bien. Donc, il faut perdre du poids, un régime alimentaire, faire de l'activité sportive. Il faut avoir aussi une bonne hygiène du sommeil. Voilà. L'hygiène du sommeil, il faut dormir un peu tôt. Un peu tôt, la première partie de la nuit. La première partie de la nuit, éteindre les lumières, arrêter les écrans, que ce soit téléphone ou ordinateur ou télévision, au maximum 23 heures. C'est le maximum, sinon l'idéal c'est 21h, 22h, c'est le maximum. Et prendre sa place au lit et essayer de dormir, sinon... Voilà, sinon après, ça va être compliqué. Docteur, professeur Bouglida, merci de nous avoir accompagnés ce matin pour nous parler de l'apnée du sommeil et du ronflement. On va se reposer, parce que c'est bien de se reposer avec une chanson de Caméléon, voilà. Comme Caméléon, très belle chanson. Et après, nous allons parler de littérature. والله اللي نسالو يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو والله هذه حمامه ولا غزاله ولا عيوني بزينها سكروا حين سألت جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب يذبح بسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب يذبح بسيوف شفارو
très belle chanson de Caméléon que l'on écoute toujours avec plaisir. Alors pour la dernière partie de ce Bonjour d'Algérie, à partir de Constantine, eh bien j'ai le plaisir de recevoir Siham Cheriet qui est venue de Tébessa spécialement pour l'émission et elle est d'abord artiste et puis elle est poète puisqu'elle a écrit beaucoup de poèmes en arabe dans les deux langues, et c'est tant mieux pour la littérature algérienne. Siham Cheriet, merci d'être là. Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Alors, comment vous présentez, puisque vous avez fait d'abord dans vos études les beaux-arts comme artiste, probablement l'art plastique était une vocation, ou est-ce que vous êtes allé de votre plein gré? Est-ce que c'est par hasard? Parce qu'en général, les artistes deviennent artistes par hasard. Ils ne se découvrent pas leurs dons. Peut-être, oui, peut-être ça vient par hasard, mais pour ceux qui se connaissent, rien ne vient par hasard. Bon, j'ai fait des études scientifiques et beaucoup plus techniques en français. Donc, j'ai eu mon diplôme d'adjoint technique de laboratoire de l'UNET, l'Harrach. Et puis, j'ai pas beaucoup aimé. Parce que j'aime l'art, j'aime la peinture. C'était pas votre vocation? C'est pas vraiment, non, mais c'était ma carrière dans l'enseignement, jusqu'à la fin d'ailleurs, jusqu'à la retraite, parce que je suis retraitée. Donc, entre-temps, j'ai fait l'examen, j'ai fait le concours des Beaux-Arts. Auparavant, c'était l'École nationale des Beaux-Arts. L'école supérieure des Beaux-Arts, c'était à Constantine. À Constantine, oui. J'ai passé le concours, je l'ai eu, j'ai commencé mes études, j'ai pas terminé, j'ai pas eu mon diplôme, mais j'ai pris, c'était une expérience. Une expérience C'était une expérience. Bon, c'est le certificat de réussite et la paperasse qui m'a permis d'avoir la carte d'artiste. Voilà. C'est bien, donc ça a servi à quelque chose. Voilà. Mais entre-temps, j'écrivais depuis que j'étais jeune. Alors justement, comment on arrive à écrire? Est-ce que c'est un besoin? Puis surtout, vous avez écrit beaucoup sans faire lire les autres, pour vous-même, je pense. Voilà. Oui, j'ai tout emprisonné. Parmi mes tableaux, mes œuvres, mes écritures et tout ça, j'ai emprisonné Siham. Siham la femme, Siham l'artiste, Siham l'écrivain. J'ai de la peine pour le « e » qu'on nous a... Moi aussi, je n'aime pas dire écrivain pour une femme, parce que, bon, enfin, allez, je fais une entorse aux règles grammaticales françaises, mais... Voilà, j'ai de la peine pour ce « e » qu'on nous a retiré, mais, enfin, j'écrivais beaucoup plus en français au début. Mais comme notre société est contre la polyvalence, contre beaucoup plus le français, parce que moi j'aime le français comme langue, j'adore la langue française. Bon, et c'est pour ça que vous vous êtes exprimé en français d'abord. Mais je crois, qu'est-ce qui a dicté ce besoin d'aller vers la langue arabe? Est-ce que c'est pour se faire entendre, c'est pour se faire lire? Est-ce que c'est pour avoir un plus grand auditoire? Non. Enfin, lectorat plutôt. J'ai appris la langue arabe avec la maman. Alors, Rabbi Yarhamha, il faut préciser d'abord qu'elle a un statut particulier, votre maman, puisque c'est la première femme enseignante à Tébessa. Voilà. C'était la première enseignante dans l'histoire de la ville de Tébessa, parce qu'en 1948, elle avait 14 ans, elle a passé son examen à l'Institut Ibn Bedis à Constantine, elle a eu elle a eu ce diplôme qui lui permet... Mais c'était pas à l'époque, c'était pas vraiment un diplôme supérieur, mais elle avait la capacité... C'était suffisant, voilà, elle avait la capacité, elle avait le potentiel pour enseigner. Et l'aptitude. Et puis, elle avait 14 ans. Voilà. C'est jeune.
Oui, elle était C'est très, très très jeune. jeune. Elle était très jeune. Et tout ça, c'est avec des preuves. J'ai tous les documents qui prouvent Non, non, on ça. vous croit, vous savez, Parce d'autant que j'en plus. ai écrit Voilà, un scénario. voilà, j'allais y venir. Exactement. Vous vous êtes transformé en scénariste et vous avez écrit l'histoire de votre maman. Exactement. Mais le scénario, c'est tout nouveau. Ouais. Et il est en confection, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit, il n'est pas encore terminé. Bah, j'espère qu'il sera terminé. L'œuvre est encore voilà, en confection, mais le scénario, je l'ai gardé, je l'ai enfin, préservé à Landa. Bien sûr, il faut Voilà. protéger les écrits. Je l'ai protégé, je l'ai préservé à Landa. Donc, j'attends toujours ce travail. Inch'Allah, ben, j'espère, quand il sera fini, j'espère qu'on le verra et qu'on pourra... alors, pour revenir à la littérature, vous disiez, vous écriviez pour vous-même, et après, qu'est-ce qui a dicté ce besoin d'aller vers l'écriture en arabe? Bon, j'aimais la langue arabe aussi, j'aimais beaucoup, et puis c'était, disons... j'aime beaucoup les... Je sais pas, les surprises, j'aime beaucoup les... Je crois que vous êtes... si j'arrive bien à cerner votre personnage, vous êtes une femme qui aime se mettre en difficulté. C'est comme si vous essayez de faire sortir une personne qui est cachée en vous. Voilà, peut-être, hein, je ne sais pas. Voilà, c'est ce que... Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est dicté. C'est dicté, je ne sais pas, c'est la langue ou bien les textes ou bien ce que j'écris qui se manifeste et qui prend place. Et même ce que je dessine, parfois ça écarte tout et se manifeste aussi. C'est vrai qu'on s'exprime de la manière que l'on peut et puis surtout... Alors moi, j'aimerais bien vous écouter nous lire un de vos poèmes en français, après un en arabe. Comme ça, on aura... Mais c'est à votre choix. Je vous laisse le temps de choisir. D'autant plus que votre fille aussi est artiste, vos enfants. Justement. J'ai les 2 filles artistes peintres. Mais on en reparlera après. Moi, j'aimerais d'abord vous écouter lire un poème. Prenez un poème parce que vous avez combien de livres exactement? J'en ai 5. Très bien. Allah Ibarak. Ça fait quand même une petite bibliographie. Bon, c'est juste le début parce que c'est les anciens textes et tout ça. Donc, je commence à écrire les romans. C'est bien. Donc, c'est une nouvelle expérience. Exactement. Bon, en ce qui concerne les textes que j'ai là, je dirais que j'ai fait glisser les textes en français sous un titre en arabe. Parce qu'il y a le livre, il est écrit la moitié en arabe et l'autre moitié en français. Dans les 2 langues. Pour voir un petit peu, parce que j'en ai un autre, le titre c'est recto verso. Très bien. En français. Les textes, j'en ai encore d'autres. Donc, en attente de voir à peu près si peut-être si je vais réussir à faire... à publier. À publier ou à être, comment dirais-je, présenté comme tel, comme écrivain en français ici en Algérie. Écrivaine d'abord. Écrivaine. On va essayer de faire mal. Voilà. En ce qui concerne ces textes... Alors ce poème que vous avez choisi... bon, c'est le livre, il contient une partie des poèmes et des proses. D'accord. Voilà. Donc, il y a les textes que je veux lire, il y a des titres qui se suivent. D'accord. C'est une succession. Ce qu'on appelle en arabe fin risala. Très bien. C'est-à-dire le texte qui vient après, il répond au texte d'avant. Et puis l'autre texte, il répond à l'autre et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Donc les titres qui suis-je? Si tu veux le savoir, c'est le texte qui répond aux 2 premiers. Voilà. Le sais-tu? Ta prison? Qui libère qui? Nous. Donc, c'est une réponse à... D'accord. Voilà. Ton écrit semble un espoir. Très Donc, bien. Alors, je commencerai vous allez commencer par le premier. Bon, on ne va pas tout lire, mais on va essayer de lire au moins 1 ou 2. Donc, je commence.
Qui suis-je? Ma vie est un essai. Oui, j'essaie toujours. J'essaie de savoir, je veux savoir, et je sais. Je sais pourquoi. Pourquoi je suis aimée autant. Pourquoi je suis désirée et pourtant, je cherche à ne pas l'être. Je cherche toujours qui suis-je. On peut être, ou peut-être je suis. Le sais-tu? J'essaie toujours, oui, j'essaie, d'être moi et personne d'autre. D'être aimée, pas plus que d'autres. Je suis piégée, je cherche toujours. Je sens que je suis agitée. Oui, je sens que tu l'es. Et pas plus que moi. Je sais, et je veux le cacher. Je le sais, et je veux m'enfuir. Je vis dans mes rêves, dans les tiens. Je vis pas mal d'autres liens. Je suis une princesse, une déesse. Je suis une blessure et un chagrin. Le sais-tu? Je suis un rime, je suis un parfum. Je suis un nuage et un poème. Je suis rien. Qui suis-je? Le sais-tu? Que suis-je? Je ne sais rien. Suis-je une arme ou papillon? Suis-je le silence ou le bruit éclatant? Suis-je l'espérance ou souffrance? Suis-je le paradis ou ténèbres de Satan? Le sais-tu? Je ne sais rien. Au fond, un sourire et une larme. Je cherche toujours. Cherche avec moi et nous trouverons. Le ferais-tu? Je sais bien que tu le feras. Voilà, très bien. En tout cas, c'est très bien lu en plus. Voilà, c'est beaucoup d'interrogations quand même. Et c'est pour ça que ça ressemble à un exutoire. Vous voulez faire sortir quelque chose et j'espère que vous trouverez les réponses. J'en ai trouvé d'autres. Oui. Donc ça va, quand même au courant de la vie. Voilà. Et vous avez enseigné quoi dans votre carrière professionnelle? Bon, au début, ma carrière, c'était adjoint technique de laboratoire à TL. Et puis après, j'ai enseigné la langue française en privé. Très bien. Donc, ça veut dire que... Et vous avez des écrits en arabe. Moi, j'aimerais bien aussi voir ce que ça donne. Au moins un poème en arabe. Voilà, comme ça, on va changer de langue et de style. Est-ce qu'on écrit de la même façon en arabe et en français ou c'est complètement différent? Je ne sais pas. Vous vous exprimez. Franchement, Très bien. Vous savez ce que je fais? Ouais. J'essaye d'écrire des sensations avec le biais de mon stylo. J'essaye de peindre des tableaux avec mes mots. J'essaye d'écrire des textes avec ma peinture. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, c'est une expression. Voilà. Puis voilà, on va écouter un autre poème en arabe. En langue arabe. Comme ça, on aura la diversité de votre produit littéraire. Oui. Bon. اخترت هذا النص بعنوان بلادي. كتائب البعث من دمنا. نداء من ترابك يا بلادي. مشينا والصواعق في خطانا. وتحت أقدامنا سقط المحال. بتاريخ السيوف والنضال أورقت الرجولة والرجال. تعرفنا البروق وقد خطفنا بريق السنا نبال. ينام الدهر ثم يصحو. ينام الدهر ثم يصحو في بلادي دهر اشتعال. سرايا البعث والأمل المفدى. دم الشهداء نحن صانعوه. ينبت في ربانا قناديل تضيء أعالي الجبال. يا أقلام هذا مداد المبدعين. نموت لتزهر الأجيال. هشمنا أساطير التحدي وغيرنا المسار ولا نزال.
Merci, c'est très beau. En plus, quand on évoque la patrie dans la poésie, c'est toujours très beau. Alors, moi, j'ai pris les couvertures que vous avez ramenées, mais d'abord, je vais essayer de demander à notre ami Bilal de serrer sur les textes. Voilà, donc c'est من وحي الروح. من وحي الروح اللي دار الألمعية في قسنطينة. Et ça parle de quoi? C'est de la poésie aussi. C'est de la poésie. Voilà. Un autre livre, je ne sais pas si on peut le montrer. Bon, d'abord, on n'a pas vu. Bon, Nusus Netriya, c'est... نصوص نثرية. C'est-à-dire ماهوش شعر موزون. D'accord. يعني شعر حر. Voilà. Et puis, il y a d'autres. Et la couverture, c'est qui l'a faite? Le tableau? Je l'ai choisi. Ah, très bien. C'était mon choix. Mais ce n'est pas mon tableau. Très bien. Là, c'est une photo. C'est Taratil. Taratil. Et ça raconte quoi exactement? قصص قصيرة رواية قصيرة ونصوص نثرية. Très bien. هذاك c'était oui? en Égypte. Je l'ai imprimé en Égypte. Ah, d'accord. C'est édité en Alors, Égypte. dans la succession, là, je vois des tableaux et puis, bon, c'est des couvertures. Là, عزوف على... عزف على وتر الزمن. Bon, excusez mon arabe, il est un peu basique, mais quand même. Voilà. عزف على وتر الزمن. C'est un roman. Oui, c'est un et roman. c'est l'histoire de... C'est presque une histoire véridique. C'est basé sur une histoire véridique. Très bien. Là, un autre Taratim. Taranim. Taranim. Voilà. Taranim, et c'est la couverture, c'est mon tableau. Alors, votre tableau, là, c'est une expression... On peut la remontrer, s'il vous plaît, Nabil? Non, remontrer là, parce que c'est le tableau de Madame. Voilà. C'est mon tableau, ça représente en quelque sorte la terre, oui. Notre patrie, et les couleurs de notre terre, et puis l'Amazir. Voilà, c'est vraiment pas... Voilà, il y a des signes, voilà. Et on va... Le troisième, enfin le cinquième plutôt. Le cinquième, voilà. Le cinquième. Le cinquième, c'est Shaddou al-A'maq. Shaddou al-A'maq, et j'ai glissé, c'est la moitié qui est, c'est des textes en français. D'accord. Donc, sous un titre en arabe. Ah. Le tableau, il est à ma fille. Ma fille aînée, Nada Melkia. Allah Ibarak. Donc, on peut le remontrer parce que le tableau, bon, il nous montre... Là, ça a une relation avec le soufisme, parce que une relation avec l'âme, voilà, l'expression, c'est ce qu'on voit. Hein. Même le contenu, il a une relation avec la spiritualité. Voilà. Donc, et le prochain qui est en production, parce que vous avez un livre qui va... C'est les trois qui sont à l'imprimerie. Donc, voilà. Ça sera pour la semaine prochaine sûrement. Et puis, le prochain, c'est l'histoire de mes parents, les deux moudjahidés, Atmeni Zahra ou Al-Hajj Ali Shrayt. C'est leur histoire véridique depuis la naissance jusqu'à la fin. Rabbi yarhamhum. Rabbi yarhamhum. C'est vrai, c'est le titre, vous allez parler de vos parents. Mais on va marquer une courte page publicitaire. Oui. Et puis nous allons terminer notre débat sur l'histoire de votre maman et de votre papa. Oui. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Voilà, on revient dans cette dernière partie de l'émission avec Siham Shrayt. Bon, j'ai dit, je vais me faire taper sur les doigts pour les fautes français, mais je souligne, je dis bien écrivaine et non pas écrivain, mais je préfère auteur aussi, parce que quand on dit auteur, c'est quelqu'un qui signe et qui s'exprime. Et votre spécificité, c'est que vous vous êtes exprimé dans les deux langues et aussi par l'art plastique, par la peinture. Mais là, vous voulez, votre prochaine production littéraire est l'histoire de vos parents. Oui. D'abord, une maman qui commence à enseigner très tôt, c'est la première à Tébessa, vous voulez lui rendre hommage, et votre papa, ancien moujahid. Oui, voilà. Exactement. Bon, c'est leur histoire véridique depuis leur naissance. Et j'ai intitulé le titre Qissat Zawjayn,
جزء من التاريخ قصة زوجين. Donc c'est pour prochainement. Inch'Allah, et ça raconte l'histoire probablement. C'est ce que vous ont raconté vos parents, Oui, probablement, c'est c'est sûr, leur histoire. Et vous l'avez emmagasiné. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour l'écrire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est l'histoire elle-même qui voulait ça, peut-être. Ou est-ce que c'est le moment précis? Peut-être c'est parce que quand on écrit, c'est une inspiration. Exactement. Voilà, je ne sais pas comment est venue l'idée d'écrire l'histoire des parents. Voilà. Ça fait 2 ans que cette histoire est prête à être éditée, mais je ne l'ai pas fait. Et pourquoi ces hésitations? Je ne sais pas. Vous attendiez le moment? Est-ce que les encouragements ou Peut-être. c'était pas prêt? Peut-être, Voilà. peut-être. Parce que mon père, il n'a pas encore fait une année Après, après. voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas, j'étais hésitante, même pour les autres livres édités, j'étais très hésitante Oui. à imprimer, à faire sortir ces écrits, ces textes, ces sensations, parce que ça parle de l'amour, ça parle du chagrin, l'espoir, et puis beaucoup de choses humaines. Peut-être que c'est aussi après la mort du papa, peut-être qu'est venu le besoin de faire lire l'histoire d'un homme et d'une femme. Voilà. Et bon, c'est un couple quand même qui aura marqué son époque, parce que oui, c'est vrai. Ils font partie de l'histoire de l'Algérie, bien voilà. sûr. Une en enseignant. Votre maman a été enseignante et votre papa. Et Moujahda aussi. Et Moujahda, voilà. Aussi, donc, voilà. pour l'Algérie combattante. Donc c'est important de raconter ces histoires parce que c'est bien. D'abord, ça fait partie de l'histoire et puis les gens vont lire. Oui. Voilà. Et c'est pour quand la production littéraire? Quand est-ce qu'on va la lire? Peut-être les premiers mois de l'année 2021. D'accord, donc c'est pour bientôt. Oui, pour bientôt. Alors, Siham Chariat, je sais que on arrive pratiquement à la fin de l'émission, c'est vrai. Voilà, donc c'est vrai que la production littéraire est là. Vous vous êtes lancé aussi dans l'écriture de scénarios, parce que bon, ça c'est bien, et ça va aussi sortir quand le produit qui est un portrait de votre maman, l'histoire de votre maman. J'ai même participé au travail du film, du documentaire. Voilà. J'ai participé, je sais pas, j'attends toujours. C'est pas encore terminé, voilà, c'est vrai que c'est pas bouclé, mais voilà. Alors, je ne sais pas parce qu'on arrive au terme de notre émission, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, parce que c'est très important d'écrire ce qu'on ressent et ce que les gens lisent, vos sentiments. Est-ce que, je ne sais pas comment terminer à propos de ces écrits? Bon, je ne vais pas dire lisez mes livres, mais je vais dire lisez beaucoup. Lisez. Surtout pour les jeunes. Essayez d'aimer les langues, essayez d'aimer les écrits, essayez d'aimer les livres, essayez d'aimer la lecture. Voilà. Lire un auteur, c'est le découvrir, c'est faire connaissance, mais aussi regarder. Il y a tout un monde dans ces livres, il y a tout un monde qu'on peut découvrir. Et ce qui est dommage, c'est que maintenant, nos jeunes ont plus tendance à regarder leur smartphone qu'un livre. Là, je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait donner le conseil aux parents de faire lire leurs enfants. Normalement, oui. Ah. Oui. Parce que je suis passée par là, je suis une maman de 3 enfants, 2 filles et garçons. Oui. 2 sont artistes, vous m'avez dit. Oui, elles sont artistes. Et elles sont universitaires. La première, l'aînée, elle est enseignante. Très bien. Master 2 en langue française. L'autre, elle est étudiante à l'université, sociologie. Et mon fils, il est un officier. Voilà. Donc, on va saluer tout ce beau monde, cette belle famille. Et puis, j'espère, Inch'Allah, que vous allez nous revenir
avec le dernier écrit. Oui. Voilà, l'invitation est déjà lancée. Hein. Dès que vous allez publier, il faudra nous ramener un livre et puis on va le faire passer. Un dernier mot avant de nous quitter. D'abord, je vais vous remercier d'avoir fait le déplacement de TBS jusqu'à Constantine. C'est déjà... Voilà. Bon, c'est pas la première fois que je viens à Constantine parce que j'habitais Constantine. Hein. J'habitais à Al-Khoroub et j'ai mes frères qui habitent ici. Donc, merci à vous, merci à tous ceux qui nous regardent. Et j'espère que mes livres seront à la hauteur d'être accueillis dans notre société, parce que c'est un peu difficile. Hein. Vous savez, à l'impossible, nul n'est tenu. Voilà. On va terminer sur cette note. En tout cas, nous avons beaucoup apprécié ce que vous avez lu comme poème, en espérant, Inch'Allah, vous rencontrer dans d'autres prochaines occasions littéraires. Ça serait bien, mais aussi les tableaux, parce que quand même, vous avez, vous et votre fille a très beau tableau. Faudra peut-être un de ces jours l'inviter aussi. Oui, merci beaucoup, Siham Cherayet, d'avoir été notre invité pour ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Je vais remercier Nabil Yagoubi et toute l'équipe qui m'aura accompagné, l'équipe, le studio de la station régionale de Constantine. Je les remercie pour m'avoir permis de vous présenter ce Bonjour d'Algérie, en espérant, Inch'Allah, vous retrouver dimanche prochain pour un autre Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. On se quitte avec Indila. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharne et tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne. Je m'envole, vol, 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 vol. Que d'espérance sur ce chemin en ton absence. J'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Et je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne. Je m'envole, vol, 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 vol. Dans cette douce souffrance dont j'ai payé toutes les offenses, écoute comme mon cœur est immense. Je suis une enfant du monde.